Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant du magnésium. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Est-ce qu'une supplémentation, ça vaut vraiment le coup? Pour nous éclairer, on va s'appuyer sur un article assez détaillé de Supernutrition, écrit par Sacha Coadon. Et attention, un chiffre choc, dès le début, tiré d'une étude française Suvimax, citée là-dedans. Figurez-vous que 7 Français sur 10, oui, 7 sur 10, n'auraient pas les apports suffisants en magnésium. C'est juste énorme comme chiffre. Donc l'idée, c'est de comprendre ensemble ce que ça veut dire concrètement et si jamais on a besoin d'une cure, comment la faire bien, intelligemment. Vous savez, cette fatigue qui nous lâche pas même après une bonne nuit, ou ce stress qui nous grignote de l'intérieur, les crampes là qui arrivent sans crier gare, ou même, ah oui, cette fameuse petite paupière qui saute toute seule. On a tous un peu connu ça, j'imagine. Et si une partie de la clé, c'était simplement nos apports en magnésium? Allez, on regarde ça de plus près. Absolument. Le magnésium, faut pas voir ça comme un petit détail. C'est vraiment un pilier de notre biochimie interne. Imaginez un peu, hein, il est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques. Carrément. 300, c'est fou! Oui, énorme. Ces réactions, en gros, ce sont elles qui permettent à nos cellules de fonctionner, produire de l'énergie, se réparer, communiquer. Bref, le magnésium est partout, il est essentiel pour que la machine tourne rond. Son importance pour la santé en général, elle est capitale. Impressionnant ce chiffre. Alors, concrètement, pourquoi on devrait s'y intéresser, nous, au quotidien? L'article y souligne plusieurs rôles clés. Déjà, la production d'énergie au cœur même de nos cellules. Ensuite, il aide à réguler notre système nerveux. Ça, c'est intéressant pour le calme, la sérénité face au stress. Il joue aussi sur la relaxation musculaire, en duo avec le calcium d'ailleurs, et même un coup de pouce pour le système immunitaire. C'est un peu le couteau suisse des minéraux, non? C'est une très bonne image, oui. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est cette polyvalence. D'un côté, il agit sur l'énergie cellulaire, donc on comprend tout de suite pourquoi un manque peut donner cette fatigue persistante, ce manque de pêche. Et de l'autre côté, son rôle dans la modulation des neurotransmetteurs, ces messagers chimiques du cerveau qui gèrent l'humeur, le stress, le sommeil, eh bien ça explique son impact sur notre équilibre nerveux. S'il en manque, cette communication peut être perturbée. D'où l'irritabilité, les soucis de sommeil. C'est un peu le grand chef d'orchestre de notre bien-être nerveux et énergétique en quelque sorte. D'accord, je vois mieux le lien, oui. Mais alors, comment on sait si on fait partie de ces fameux 7 sur 10 qui pourraient en manquer? Quels sont les petits signaux d'alerte? L'article de Supernutrition en liste plusieurs, et ils sont assez parlants, je trouve. Il y a, bien sûr, la fameuse paupière qui saute ou d'autres petites contractions musculaires qu'on ne contrôle pas. Les fasciculations, oui. Voilà. Ensuite, une fatigue qui s'installe, même si on pense dormir assez. Une tendance à être irritable, nerveux, sur les nerfs, sans trop savoir pourquoi. Les crampes musculaires aussi pendant l'effort ou même la nuit, au repos. Des tensions musculaires en général. Et puis, le sommeil. Du mal à s'endormir, des réveils en pleine nuit, l'impression de ne pas récupérer. Et là, l'article souligne un point vraiment crucial. Tous ces symptômes sont hyper courants. On les met souvent sur le compte du stress, de la fatigue passagère, sans forcément penser « Tiens, et si c'était le magnésium ?» Exactement. Et ces liens, ils sont pas sortis d'un chapeau, hein. Il y a une base physiologique claire derrière. Les crampes, les tics, comme la paupière, ça s'explique par le rôle direct du magnésium dans la communication nerf-muscle et dans la relaxation musculaire. S'il manque, ça peut créer des petits bugs. Pour l'irritabilité, l'anxiété, les problèmes de sommeil, c'est lié à son action sur le système nerveux central, sur des neurotransmetteurs calmants comme le GABA. Si le magnésium est bas, le système a plus de mal à se mettre en mode off, disons. Et quand on repense à ce chiffre de Suvimex, 60% d'apports jugés insuffisants, on comprend mieux pourquoi ces signes sont si fréquents. Ce ne sont pas juste des petits désagréments. Pour beaucoup de monde, en fait. Oui, ça change la perspective. L'article dit aussi qu'il y a des gens qui ont des besoins plus importants ou qui en perdent plus. Il met le doigt sur deux groupes. D'abord, les sportifs. Eux, ils en perdent pas mal avec la sueur. Et puis, leurs muscles, leur métabolisme, tout ça tourne à plein régime, donc ils ont besoin de plus de magnésium pour la performance et surtout la récupération. Mhm. Et ensuite, les personnes qui vivent un stress chronique. Alors là, c'est un vrai cercle vicieux et l'article l'explique bien. Le stress fait produire du cortisol et cette hormone, elle pousse nos reins à éliminer plus de magnésium, donc le stress nous fait perdre du magnésium. Et le manque de magnésium nous rend plus vulnérables au stress. C'est important de piger ce mécanisme, je trouve.
Absolument, ce cercle vicieux stress-magnésium, c'est vraiment un point clé. Alors justement, si on se reconnaît un peu là-dedans, si on suspecte un manque ou si on fait partie des sportifs ou des stressés et qu'on se dit, tiens, une petite cure de magnésium, comment on fait pour que ça marche vraiment, pour que ce soit pas juste un coup d'épée dans l'eau? L'article insiste sur des aspects pratiques. Le type de magnésium, la dose, quand le prendre, combien de temps. Tout à fait. Et le premier point, c'est le choix de la forme. Ça, c'est déterminant, hein. C'est un peu comme choisir le bon carburant pour sa voiture, quoi. Toutes les formes de magnésium ne vont pas être absorbées pareil par notre intestin, c'est ce qu'on appelle la biodisponibilité, et ne vont pas être tolérées pareil non plus. Et là, l'article met vraiment en avant le bisglycinate de magnésium. Pourquoi celui-là? Parce que le magnésium est lié à deux molécules de glycine, un acide aminé. Cette liaison, elle, protège en quelque sorte le magnésium pendant la digestion. Il est très bien absorbé, et surtout, il est généralement très bien toléré par l'intestin. Beaucoup moins de risques d'avoir cet effet laxatif un peu désagréable qu'on peut avoir avec d'autres formes. C'est pour ça qu'il est souvent conseillé pour le stress, le sommeil ou si on a les intestins un peu sensibles. C'est vraiment une forme intéressante, une avancée par rapport au sel plus ancien. D'accord. Le bisglycinate sort du lot pour l'absorption et la tolérance. Voilà. Mais l'article mentionne aussi d'autres formes courantes. Le citrate de magnésium, par exemple. Il est bien assimilé aussi, c'est une forme organique. Par contre, la tolérance digestive, elle, est un peu plus aléatoire. Ça peut accélérer le transit chez certains. Bon, ça peut être un plus si on cherche cet effet, ou juste un moins. Ok, ça dépend. Voilà. Utile pour la fatigue ponctuelle aussi. Après, il y a le magnésium marin. C'est une appellation un peu vague, en fait. Ça vient de l'eau de mer, d'accord, mais c'est souvent un mélange de plusieurs sels. Oxyde, chlorure, sulfate. Du coup, l'assimilation et la tolérance peuvent beaucoup varier d'un produit à l'autre. Il faut bien regarder la composition exacte sur l'étiquette. Faut être vigilant. Exactement. Et pour aller plus loin, l'article cite une étude de Nutrients de 2019. Et cette étude, elle confirme bien que les formes où le magnésium est lié à quelque chose d'organique, comme le bisglycinate ou le citrate, sont bien plus biodisponibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une plus grande partie du magnésium qu'on avale passe vraiment dans le sang et est utilisable par nos cellules. C'est pas éliminé direct. C'est tout l'inverse des formes inorganiques simples comme l'oxyde de magnésium. L'oxyde, on en trouve partout parce qu'il est pas cher et très concentré. Mais son assimilation est souvent mauvaise et il est connu pour donner des problèmes digestifs. Donc oui, le choix de la forme, c'est vraiment la première clé pour que la cure soit efficace. Très clair. Le bisglycinate semble avoir une longueur d'avance, donc. Maintenant, la dose. C'est souvent là qu'on hésite. Combien il faut en prendre? L'article donne une fourchette. À peu près 300 à 350 mg de magnésium élémentaire par jour via le complément. Et il insiste, à raison je pense, sur un détail super important sur l'étiquette. Il faut bien regarder la quantité de magnésium élément ou juste magnésium. Pas le poids total du sel. Par exemple, 500 mg de bisglycinate de magnésium, ça ne veut pas dire 500 mg de magnésium. C'est beaucoup moins. Faut faire gaffe à ça, sinon on se trompe facilement. Ah oui, c'est une précision essentielle pour avoir la bonne dose. Ensuite vient la question du timing. Quand on le prend, ce magnésium? L'article suggère deux pistes principales. Le prendre le soir, une petite heure avant de se coucher, ça pourrait favoriser la détente, la relaxation musculaire et nerveuse, et donc aider à bien s'endormir et avoir un sommeil plus récupérateur. C'est logique vu son rôle sur le système nerveux. À l'inverse, si on le prend le matin, ça pourrait plutôt soutenir l'énergie pendant la journée, la résistance au stress. Finalement, la recommandation de l'article est assez simple. Il n'y a pas de règle d'or. Le mieux, c'est d'essayer et de voir comment notre corps réagit. Écoutez ses ressentis pour trouver le meilleur moment pour soi. Intéressant cette souplesse. Oui, et ça soulève une question que l'article effleure. Est-ce que ce moment de prise d'influence vraiment l'abstention totale sur 24 heures, ou est-ce que c'est surtout pour cibler un effet précis, comme la détente le soir? Probablement un peu des deux, mais l'impact sur l'absorption globale est sans doute moins décisif que le choix de la forme elle-même. L'important, ça reste d'être régulier dans sa prise, peu importe le moment choisi. D'accord. Et la durée alors? On prend ça tout le temps, ou juste de temps en temps? L'article propose une approche assez modulable. D'un côté, une cure courte d'environ 1 mois. Ça, ce serait bien pour un besoin ponctuel. Une période d'examen un peu tendue, un coup de mou saisonnier au printemps ou à l'automne, un entraînement sportif plus intense sur une courte période. De l'autre côté, une cure plus longue, qui peut aller jusqu'à 3 mois, ça c'est plutôt si on pense avoir un déficit plus installé, plus chronique. L'idée c'est de remonter les niveaux et de refaire les stocks de manière plus durable. Mhm. Et dans tous les cas, le mot d'ordre, c'est la régularité. Faut le prendre tous les jours pendant la cure pour que ça serve à quelque chose.
L'article suggère aussi une sorte de routine annuelle, faire 2 ou 3 cures par an, par exemple au changement de saison ou avant des périodes quand c'est stressante. Ça pourrait être une bonne stratégie préventive pour pas mal de gens. Oui, c'est une approche sensée. Ok, 1 à 3 mois, régulièrement. Parlons précaution. Est-ce qu'il y a des risques, des effets secondaires à connaître? L'article est plutôt rassurant là-dessus. Les effets indésirables sont pas très fréquents et souvent légers. Le plus courant, on en a parlé, c'est l'effet laxatif. Surtout si on prend une dose trop forte d'un coup, ou avec une forme mal assimilée comme l'oxyde ou parfois le citrate. C'est souvent une question de dosage et de forme choisie. Plus rarement, certains peuvent avoir des maux de tête au tout début, le temps que le corps s'adapte. La seule vraie contre-indication majeure qui est mentionnée, et celle-là elle est importante, c'est l'insuffisance rénale sévère. Pourquoi? Parce que ce sont les reins qui éliminent l'excès de minéraux. Si les reins fonctionnent très mal, le magnésium pourrait s'accumuler dangereusement dans le corps. Donc dans ce cas précis, c'est non sans avis médical très strict. Pour tous les autres, c'est surtout du bon sens. On respecte la dose indiquée sur la boîte, on fait pas n'importe quoi avec des mégadoses, et si on a un doute, une maladie chronique ou si on prend d'autres médicaments, certains peuvent interagir, eh bien, on demande conseil à son médecin ou pharmacien. C'est la base. Parfait, c'est bien noté pour l'insuffisance rénale. Mais là, on a beaucoup parlé complément. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu l'assiette? On peut pas juste trouver tout ce magnésium dans ce qu'on mange? L'article passe à côté? Ah non, pas du tout, et heureusement, c'est un point absolument essentiel. L'article le rappelle très clairement. L'alimentation équilibrée, ça doit rester la base de tout. Une supplémentation, c'est un plus, une aide pour atteindre les apports, surtout si on a des besoins plus élevés ou une alimentation un peu pauvre en magnésium structurellement, mais ça ne remplace jamais une bonne assiette. Donc oui, il faut absolument mettre l'accent sur les aliments qui en sont riches. L'article cite les grands classiques, les légumes verts foncés, épinards, blettes, chouquelles, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, les oléagineux, amandes, les championnes, noix du Brésil, cajou, noisettes, et les graines aussi, courges, tournesol, sésame. Ah, les amandes, oui. Et le chocolat noir riche en cacao, au moins 70%. Ça, c'est la bonne nouvelle. On pourrait ajouter aussi les céréales complètes. Et ce qui est génial avec ces aliments, c'est qu'ils n'apportent pas que du magnésium. Ils viennent avec plein d'autres choses, fibres, vitamines, comme les vitamines B qui aident le magnésium à travailler, d'autres minéraux. Tout ça fonctionne ensemble, en synergie. L'article dit d'ailleurs que cette alimentation contribue aussi à une bonne santé cardiaque. Donc oui, l'assiette d'abord, c'est le message numéro 1. Excellent rappel. L'assiette avant tout. Pour finir, l'article aborde quelques questions fréquentes qu'on peut se poser. Est-ce que c'est une bonne idée d'en prendre toute l'année sans s'arrêter? L'article dit plutôt non. Il vaut mieux faire des cures de 1 à 3 mois donc et faire des pauses entre eux. Ça permet au corps de pas trop s'habituer et de retrouver son équilibre. Oui, c'est plus physiologique. Peut-on associer magnésium et vitamine C? Oui, l'article dit que c'est une bonne association, souvent proposée contre la fatigue. La vitamine C pourrait même aider un peu à l'absorption du magnésium. Faut-il une ordonnance? Non, c'est en vente libre, ce seront des compléments. Mais comme on l'a dit, l'avis d'un pro de santé, c'est toujours mieux pour un conseil personnalisé. Et la question qui peut tracasser, est-ce que ça fait grossir le magnésium? La réponse est claire, non. Pas de calories dans le magnésium. Au contraire même, il participe à la régulation du sucre sanguin, ce qui est plutôt positif pour la gestion du poids. Exactement. Voilà, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon grâce à cet article de Supernutrition. Si on devait résumer les points clés. Le magnésium, c'est essentiel. Énergie, nerfs, muscles. Beaucoup d'entre nous pourraient en manquer. Le fameux 7 sur 10, avec des signes comme fatigue, stress, crampes. Si on choisit une cure, la forme est super importante. Le bisglycinate est souvent un bon pari pour l'absorption et la tolérance. La dose, c'est autour de 300-350 mg de magnésium élément par jour. On peut le prendre matin ou soir, selon ce qu'on cherche, pendant 1 à 3 mois. Attention si on a de gros problèmes de reins. Et surtout, on n'oublie pas la base, l'alimentation riche en végétaux. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire au fond? Ça veut dire qu'on a des pistes pour mieux comprendre ce dont notre corps a besoin et pour agir, si on en ressent le besoin, de façon plus éclairée, plus adaptée à nous. Et peut-être une dernière réflexion pour ouvrir un peu la discussion. On a beaucoup parlé du rôle du magnésium dans la gestion du stress. Et on sait tous à quel point le stress est présent dans nos vies modernes, quoi. Alors, au-delà de simplement combler un manque, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un apport suffisant en magnésium par l'assiette, d'abord, et si besoin, par une cure bien choisie,
non pas juste comme un pansement, mais comme une vraie stratégie de fond. Une manière de renforcer notre résilience générale, notre capacité à mieux encaisser les coups durs et les défis du quotidien. C'est peut-être là qu'il y a un potentiel préventif intéressant à explorer pour prendre soin de soi durablement. Une perspective très intéressante pour finir, effectivement. Merci beaucoup pour cette analyse détaillée des infos sur la cure de magnésium, tirée de l'article de Sacha Coadan dans Supernutrition.